Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle nous allons, comme d'habitude ensemble, décrypter l'actualité, le but étant vraiment de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe, non pas pour être dans un esprit critique ou défaitiste, mais plutôt pour apprendre à voir les choses avec du recul. Nous sommes tellement envahis de plein d'informations et les médias et les publicités nous lavent le cerveau en permanence avec leurs idées, leur libéralisme, le féminisme et j'en passe, le relativisme aussi qui fait beaucoup de dégâts et donc je trouve ça assez intéressant parfois de se poser sur certains sujets et d'analyser ce qui se passe tout simplement pour se dire non mais attendez là on est bien d'accord, c'est ça qui a été dit, c'est ça qui a été fait. Voilà, pour essayer de ne pas tomber dans leur piège et de toujours garder un esprit critique dans le sens, un esprit qui est capable de prendre du recul et de ne pas se laisser embobiner par tous la montagne d'informations que l'on reçoit quotidiennement, que ce soit volontairement ou non, mais je veux dire à travers les réseaux sociaux, les publicités, ce que l'on voit, les conversations que l'on va avoir, etc. Alors pour commencer aujourd'hui sur une note un petit peu sympathique, je voulais vous parler d'une vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard sur Instagram. Je vous mettrai je préfère pas vous mettre la vidéo même si c'est très court, mais parce que ça n'est pas la mienne, donc je ne veux pas avoir de problème de droit d'auteur. Mais à la fois regarder avec humour et en même temps ça en dit beaucoup sur la société quand même, enfin sur la société par rapport aux vêtements. On voit une femme qui rentre de ses courses, donc elle a ses sacs de courses à la main et un bidon de je ne sais pas quoi, de lessive ou autre, et elle paraît assez négligée quand même. Enfin bon, elle a un haut qui est beaucoup trop large pour elle. Elle a les cheveux, elle est pas vraiment coiffée. Elle a un air un peu abasourdi en même temps. Ça fait pas hyper, ça fait un petit peu négligé en tout cas. Et le texte qui est écrit, c'est: mon mari m'a demandé pourquoi je ne ferais pas un petit effort pour m'habiller mieux quand je suis à la maison, quoi. Et pourquoi ne pas faire un petit peu d'effort? Et juste après dans les images on la voit en robe de soirée en train de nettoyer ses toilettes, en tenue de garden party en train de passer l'aspirateur, et la dernière capture d'écran que je vous mets là, lunettes de soleil, strass et petite fourrure sur les épaules pour sortir de la poubelle. Bon, j'ai trouvé ça assez drôle, les images qui montrent le décalage évidemment entre effectivement la vie quotidienne, on n'a quand même pas besoin d'être non plus habillé en tenue de soirée, c'est ce que beaucoup de gens confondent pour l'élégance, la féminité. Beaucoup de personnes pensent que c'est trop décalé et que c'est trop demandé par rapport au quotidien. Mais là justement, ce que cette dame n'a pas compris, après c'est sur le ton de l'humour, donc c'est sympa aussi, mais effectivement faire un effort, ça ne veut pas dire et être élégante au quotidien, ça ne veut pas dire se mettre en talons, en robe de soirée, en fourrure et sortir ses bijoux qui valent je ne sais pas combien, mais c'est tout simplement être féminine, bien habillée, être propre, avoir des habits qui nous vont bien et qui sont en même temps très pratiques pour notre quotidien. D'ailleurs, si vous voulez avoir des exemples de ce style de vêtements, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube d'Anne Nagas, et en particulier ses vlogs, parce qu'en fait, comme elle montre sa vie au quotidien, on voit bien qu'au quotidien, elle est toujours soignée, toujours bien coiffée, bien habillée, en jupe, en robe, sous la pluie, avec les enfants, pour monter, descendre de la voiture, pour se balader, pour faire ci, pour faire ça. Il y a aussi, je crois, dans un dernier vlog où on l'a vu justement un peu plus chic, avec des talons, une robe peut-être un peu plus chic, parce que c'était un événement spécial qui nécessitait ce type de tenue, mais que sinon, au quotidien, elle est très bien habillée, très féminine, très élégante, et pourtant tout est ultra pratique. On voit vraiment qu'elle arrive à tout faire sans aucun problème et qu'elle n'est pas ridicule. Je veux dire, ses vêtements sont adaptés à ses activités et en même temps, elle est à l'aise dedans. Donc c'est tout à fait possible de ne pas être négligé. Il y a un juste milieu entre le chic et la négligence, Donc prenons cette petite leçon pour cette petite vidéo avec humour, mais rappelons-nous justement que la véritable élégance et la véritable élégance tout simplement, c'est de s'adapter aux circonstances, et on ne s'habille pas de la même façon
lorsque l'on va faire son ménage chez soi et lorsque l'on va à une soirée de gala, évidemment. Et puis autre chose, il est tout à fait petit rappel, et ça j'ai de nombreux témoignages là-dessus, de femmes mariées justement qui me répètent et me redisent combien il est important, même si on est fatigué, même si on est un peu dépassé par notre quotidien, de faire vraiment attention à la façon dont on s'habille, dont on se coiffe, etc. par rapport à à celles qui sont mariées, parce que je ne suis pas mariée, mais celles qui témoignent le sont et me disent que c'est effectivement ultra important au quotidien de faire attention à soi. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, passer 4 heures dans la salle de bain, mais c'est tout simplement, voilà, être vraiment propre, soigné, sentir bon, s'attacher les cheveux, ou en tout cas faire une petite coiffure, quoi, et puis s'habiller correctement. Voilà pour ce que je pouvais dire sur ce sujet, et je vous mettrai le lien de la petite vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez la voir en entier, mais il y a vraiment juste 2-3 images, 2-3 plans, donc voilà. Et d'ailleurs en barre d'infos je vous mets comme d'habitude tous mes réseaux sociaux, et d'ailleurs je remercie les personnes parce qu'il y a aussi un lien pour faire des dons sur PayPal, et je remercie toutes les personnes qui très régulièrement me font des dons, grands et petits, et voilà, ça m'encourage beaucoup et ça soutient mon travail, donc je vous remercie. Deuxième actualité dont je voulais vous parler, alors l'article vient d'un journal en ligne belge, Soir Mag, mais je crois qu'il a été repris par pas mal de journaux, de l'actrice, en fait, il traite de l'actrice Scarlett Johansson, donc une actrice américaine, qui s'est plaint, ou en tout cas a émis un peu une critique sur un des films dans lequel elle avait joué il y a quelques années, Iron Man 2. Alors pour info, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce film, mais elle dit voilà, c'était vraiment amusant, il y avait de bons moments, mais mon personnage y était vraiment sexualisé. C'est comme si mon personnage, entre guillemets, était un morceau de quelque chose, comme une possession, une chose ou quoi que ce soit, comme un morceau de viande, vraiment. Et ce qui m'a... alors encore une fois, je ne connais pas le film, donc je ne sais pas comment est le personnage, ni quoi que ce soit, mais ce qui est assez... Donc je crois que c'était il y a 10 ans, d'après ce que dit l'article. Voilà, évidemment, 10 ans se sont écoulés, et maintenant, elle dit qu'elle a évolué, et qu'elle a une autre vision de la femme, que, entre guillemets, autrefois, elle le prenait comme un compliment, mais aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas comme ça qu'elle le prendrait. Elle le prendrait pour quelque chose de sexiste, et que c'est l'hypersexualisation de la femme, encore une fois, qui est à l'œuvre. Et moi, en fait, ce qui m'a frappée quand j'avais vu le titre de l'article et de quoi il en retournait, je me suis dit, mais il y a 10 ans, Scarlett Johansson, elle avait quand même pas 2 ans et demi non plus, enfin, ni 12 ans, ni, voilà, elle était déjà adulte, et déjà très connue, avec un salaire confortable. Et pour moi, voilà, si son personnage était hyper sexualisé, si ça ne lui convenait pas, elle avait tous les moyens de refuser. Ça n'est pas comme si le fait de refuser allait faire qu'elle allait se retrouver à la rue du jour au lendemain, sans plus rien avoir à manger. Voilà, je pense qu'elle avait, au contraire, elle avait tout à fait la maturité, en tout cas la force. Elle était dans une position de force pour pouvoir dire si les choses lui convenaient ou pas. Mais bon, je suppose que c'est la faute du patriarcat oppresseur, mais voilà, ce que je trouve un peu étrange dans cette interview, enfin dans ce qu'elle dit, c'est vraiment de me dire, bah, en fait, en gros, elle se plaint de quelque chose qu'elle-même a accepté. Et ça, c'est un peu la tendance dans notre époque, c'est que beaucoup de femmes se plaignent de l'hypersexualisation de la femme, d'une image dégradée de la femme, et plutôt que de lutter contre cela. Alors effectivement, il y a des personnes qui, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous traiteront comme un objet, vous traiteront comme... voilà, vous réduiront, j'allais dire, à votre sexe. Et évidemment, voilà, parfois on n'y peut rien. Voilà, ce sont des personnes qui sont comme ça, un point c'est tout. Ceci dit, dans la vraie vie, la plupart du temps, si l'on se traite de façon respectable, si on se respecte soi-même, on est généralement respecté des autres. Et si on
s'hypersexualise pas, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais vous comprendrez, eh bien il n'y a aucune raison que les autres, la majorité du temps, je répète, il y a évidemment des exceptions, il y a des hommes qui sont vraiment des animaux, mais globalement, il n'y a aucune raison de ne pas être respecté ou de ne pas être vu comme un corps et une âme, un corps dans son ensemble et pas seulement un morceau de viande. Donc voilà, moi j'ai mon propre témoignage pour corroborer cela. Il y a également tous les témoignages que je reçois. Il y a également, et ça ne passe pas que par le vêtement, parce qu'après il y en a qui vont me dire oui, donc ça veut dire que tu soutiens le viol et que si une fille est en mini-jupe, tu soutiens le viol. Non, pas du tout, parce que c'est un ensemble, ça n'est pas uniquement les vêtements, même si les vêtements évidemment peuvent compter, mais j'en ai parlé dans plein de podcasts, si ça vous intéresse de les écouter, mais il est également question d'attitude. À la fin d'une conférence que j'ai donnée à Bordeaux, je crois que c'était en février, donc en février 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme justement témoignait à la fin de ma conférence en me disant qu'elle était infirmière, qu'elle avait donc un uniforme imposé, donc je veux dire niveau vestimentaire, elle ne se distinguait pas d'une autre infirmière, et elle m'a dit que quasiment toutes les infirmières, enfin en tout cas les médecins se permettaient beaucoup de familiarité, de main aux fesses et de propos un peu salaces avec toutes les infirmières, ou presque, sauf avec elle. Et elle a dit pourtant ça ne pouvait pas être grâce à mes vêtements, entre guillemets, ou à ma décence, puisqu'on est toutes habillées pareil, on a toutes, je sais plus comment elles sont habillées, mais je crois qu'elle disait qu'elles avaient toutes la même blouse, enfin les mêmes vêtements, le même uniforme, et elle a dit toutes les filles étaient visées, et moi, jamais un seul médecin n'a osé me regarder de travers ou me faire une remarque ni quoi que ce soit. Et elle a dit ça passe aussi beaucoup par l'attitude, par les propos, par la façon dont on se tient, la façon dont on parle, la façon dont on se positionne tout simplement, j'allais dire, par rapport aux autres. Donc vous voyez, c'est a priori, sauf les exceptions dont j'ai parlé, mais de façon générale, si on se traite avec respect et qu'on ne veut pas être sexualisé ou réduite à son corps, eh bien on ne le sera pas, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette actualité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, c'est vraiment l'objectif de ces chroniques d'actualité, c'est aussi vraiment qu'on réfléchisse ensemble et qu'on apporte peut-être chacun nos témoignages et nos vécus, parce que je sais qu'on n'a pas toutes les mêmes expériences, bien sûr, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent aussi, donc parfois le point de vue masculin n'est pas le même, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Autre sujet, et après il n'y en aura plus qu'un, donc encore 2 sujets à traiter pour aujourd'hui. Un article de mademoiselle.com sur la congélation des ovocytes. Donc le titre de ce dossier, les entreprises ont-elles raison de nous inciter à faire conserver nos ovocytes ? Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cet article, mais il y a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes. Donc, en gros, ils disent qu'en Australie, une étude montre que la moitié des femmes sont favorables à ce que les entreprises prennent en charge l'autoconservation des ovocytes de leurs salariés. Donc, évidemment, une procédure qui coûte très cher. Je crois que dans l'article, il était question de 10 000 $ en Australie. Si vous avez l'information d'ailleurs, combien ça coûte en France ou en Espagne, parce qu'en France, donc maintenant c'est autorisé seulement depuis la toute récente révision de la loi de bioéthique, mais avant, en fait, on était obligé enfin les femmes qui voulaient faire congeler leurs ovocytes, les Françaises qui voulaient faire cela, devaient aller en Espagne par exemple. Et dans l'article, c'est un peu rigolo parce qu'il met, donc justement, depuis la révision de la loi de la bioéthique, il sera enfin possible de préserver son capital ovocytaire sans y laisser un bras en aller-retour avec l'Espagne. Je sais pas combien coûte un aller-retour avec l'Espagne, mais bon, avec EasyJet, en train, en voiture, ça coûte pas un bras, je suis désolée. Et par contre, donc, elle disait 10 000 $ en Australie pour la procédure. Donc même en imaginant que ça soit 2 fois moins cher, voire 10 fois moins cher en Espagne, en imaginant que ça soit 10 fois moins cher, ça veut dire que ça coûterait 1 000 $, 1 000 €, et on n'y laissera plus un bras en payant 150 € ou pour faire un aller-retour en Espagne. Enfin, vous voyez, ça c'est bon, c'est la logique féministe qui regarde des petites choses comme ça, mais ça n'a ni queue ni tête et c'est même faux. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, donc bon, à part cette contradiction et certaines autres, c'est
le fait qu'à la fois elles sont contentes qu'on leur propose, qu'elles puissent congeler leurs ovocytes, enfin on pourrait le faire en France, c'est une vraie libération, une vraie avancée, etc. Bon d'accord, on a compris. Et par contre, il y a, une bonne question, mais du coup je trouve que le fait de la poser, c'est quand même assez hypocrite dans cette perspective féministe. C'est: faut-il toujours envisager le fait d'avoir un enfant comme un risque si l'on veut mener une carrière? Pourquoi serait-il toujours aussi compliqué d'avoir un projet de famille et d'avoir envie d'évoluer dans une entreprise, Donc effectivement, il y a une bonne question qui est posée quand même sur le fait que la maternité ne devrait pas être un obstacle, la maternité ne devrait pas forcément passer en dernier après une carrière. Il ne faut pas sacrifier la maternité pour avoir une carrière. Et d'un autre côté, et pourquoi les entreprises, c'est sympa les entreprises genre Apple et Google qui permettent de congeler les ovocytes, mais quand même, il y a certaines limites, d'après elles. Et en fait, on a envie de leur dire, non mais une entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Ça n'est pas une association, ça n'est pas une ONG. Donc le but d'une entreprise, et ça on l'apprend assez tôt dans la vie, je ne sais plus si c'est au programme du bac ou même avant, mais bon, quel que soit notre cursus, a priori on apprend assez tôt qu'une entreprise, son premier objectif, c'est de faire du profit. Et comment elle va faire ce profit? En vendant des services, des biens, etc. Bon voilà. Si une entreprise propose ce genre de choses, de congeler les ovocytes, ça n'est pas innocent. C'est effectivement, ça n'est pas, je pense, du tout pour le bien-être de la femme, parce que si c'était pour le bien-être de la femme, effectivement, on la laisserait avoir ses enfants quand elle veut et sans qu'elle risque sa carrière ou de perdre son poste ou je ne sais quoi. Mais là, on veut les pousser à faire cela tout simplement parce que la femme aura plus de valeur économique dans l'entreprise si elle travaille à plein temps, si elle s'arrête pour des congés maternité, si elle fait une pause dans sa carrière, je ne sais pas, pour s'occuper pendant 2-3 ans de son enfant, si ceci, si cela, si elle tombe enceinte, si machin, forcément, ça va coûter de l'argent à l'entreprise. Cet employé ne sera plus aussi rentable qu'une autre qui n'est pas enceinte ou qu'un autre homme. Donc, oui, c'est assez hypocrite en fait ce que proposent ces entreprises et non, c'est pas parce qu'elles font attention aux femmes ou parce qu'elles veulent leur payer ça, c'est tout simplement parce qu'elles ont tout intérêt à faire cela pour que la femme soit encore plus rentable. Et c'est ça qui est assez triste chez les féministes et qu'elles ne se rendent pas compte en fait qu'elles sont les jouets du capitalisme et que depuis toute cette soi-disant libération de la femme pour qu'elle puisse travailler, etc. à la base c'était tout simplement pour pouvoir taxer 2 salaires, que l'homme comme la femme aient des impôts à payer. Et pas pour que, je pense pas que Germaine qui soit à la caisse du Carrefour soit spécialement libérée ou contente de son poste. Alors évidemment quand on parle de ça, on parle plutôt de femmes qui ont des grandes carrières, des grands postes, des postes d'envergure et des postes à responsabilité. On ne pense pas aux femmes qui sont en train de se battre pour gagner à peine un SMIC et pouvoir s'occuper seules de leurs enfants puisqu'elles sont mères célibataires. Donc forcément, ça ne sont pas les mêmes perspectives, mais toujours est-il que j'ai trouvé que cet article soulevait des questions assez intéressantes, de se dire que, et puis en même temps tous les paradoxes féministes comme d'habitude, elles ne vont pas jusqu'au bout en fait de leur réflexion parce que faut pas quand même faut pas trop réfléchir non plus, ça risquerait de remettre en cause pas mal de leurs croyances. Et pour terminer cette chronique d'actualité, un article intéressant du Télégraphe, donc c'est en anglais, je vous montrerai quand même les captures d'écran et en plus il faut être abonné pour y avoir accès. Alors je ne me suis pas abonnée mais on pouvait juste faire un essai pendant une journée et donc avoir l'article pendant 24 heures, donc c'est comme ça que je l'ai eu, mais je vais vous faire quand même quelques captures d'écran. Et en fait c'est un article qui a été écrit par Alicia Haley. Donc cette jeune femme, je la suis sur Instagram. Et elle a écrit un livre assez intéressant sur les bonnes manières et surtout les bonnes pratiques en tant que housemaid. Donc en France c'est plutôt femme de chambre ou bonne c'est pas très bien connoté, mais on va dire femme de chambre.
dans la traduction en français. Et donc elle a travaillé à Buckingham Palace, au tout début à Balmoral, donc la résidence d'été en Écosse de la reine d'Angleterre. Et en fait, quand elle a écrit cet article, elle l'a partagé sur Instagram en disant, bah voilà, je vais vous montrer pourquoi ça n'est pas, quel est le mot qu'elle a employé, pourquoi ça n'est pas, ça ne va pas nous diminuer, ça ne va pas être mal vu ou ça ne va pas nous enlever de la valeur. Et il est important de nettoyer les choses et en gros, de faire le ménage et de faire un peu des tâches domestiques. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de lire l'article. Donc bon, elle explique un petit peu moi je connaissais un petit peu son histoire, donc voilà, elle raconte un petit peu son expérience et elle dit qu'ils étaient assez nombreux finalement parmi les personnes, parce que son premier métier, en fait son deuxième métier, elle était, alors je sais pas si c'est toujours femme de chambre le nom en français, mais en tout cas elle s'occupait, et c'est l'objet du livre dont je vous parlais, notamment de préparer les tenues, faire les valises, repérer dans les marques ou dans les magasins quelles pourraient être les futures tenues. Alors elle dit pas de qui elle s'est occupée, mais bon, ça pourrait être par exemple de la duchesse de Cambridge ou de la duchesse de Wessex ou peu importe. Elle n'a pas le droit de le dire, mais en tout cas, voilà, elle s'est occupée vraiment de membres de la famille royale et elle s'occupait de tout ce qui était vêtements. Mais au tout début, elle était vraiment juste là pour nettoyer les choses. Et en fait, comme elle était intéressée quand même par cela, parce qu'elle avait un doctorat, je crois, en histoire ou histoire de l'architecture ou je ne sais plus quoi. Enfin, elle était très intéressée dans l'art et donc en fait, finalement, le fait de pouvoir s'approcher de toutes ces choses-là, même si c'était pour les nettoyer, ça lui faisait plaisir. Et donc, elle dit qu'on était tous trop qualifiés. On était nombreux à être trop qualifiés pour nos postes, mais on était super contents. Et en fait, elle dit, on était tous contents de travailler là-bas pour le prestige de travailler dans une résidence si particulière et pour un employeur si particulier. Et cette phrase m'a vraiment marquée. Parce que elle en parle, mais vraiment avec passion, quoi. Elle dit pas, ouais, j'étais en train de passer aspirateur, c'était un peu nul. Non, vraiment, elle dit, mais et pourtant, elle était surqualifiée. Enfin, je veux dire, sa formation, c'est pas femme de ménage, c'est vraiment doctorat dans l'art ou je ne sais quoi. Et elle dit, mais en fait, on était heureux de travailler à cet endroit. Pour nous, c'était prestigieux, quoi, de travailler à cet endroit. Et pour l'employé, c'est la reine d'Angleterre, donc forcément. Et cette phrase m'a vraiment fait penser au fait de, voilà, toutes ces femmes, par exemple, qui choisissent de rester au foyer et qui ont l'impression de faire des tâches répétitives, des tâches qui ne sont pas intéressantes. Je sais pas, faire la vaisselle, changer les couches, faire la lessive, etc. Et qui ont l'impression de ne rien faire, qui ont d'ailleurs peut-être fait de grandes études et qui finalement restent s'occuper de leur foyer. Et en fait, voilà, même si vous ne travaillez pas à Buckingham Palace, même si vous ne travaillez pas pour la reine d'Angleterre, vous travaillez pour votre mari, vous travaillez pour vos enfants. Quoi de plus beau de se dire, je travaille pour ces personnes qui sont importantes et je veux que ces personnes soient bien et ce sont les personnes les plus importantes de ma vie et mon foyer c'est encore mieux que Buckingham Palace. Le foyer c'est sacré, j'allais dire, en quelque sorte. La maison c'est sacré. D'ailleurs j'avais présenté un livre qui est dans la bibliographie qui est en anglais, mais justement sur la sanctification de la maison, le fait que chaque pièce est importante, que chaque un peu rituel dans la famille a son importance, a sa signification, et que par exemple la cuisine est un endroit où l'on se retrouve, où l'on peut transmettre des choses de mère en fille, de père en fils, etc. Et voilà, donc je trouve ça, le parallèle, je trouve ça intéressant de faire ce parallèle en se disant, voilà, même si on ne travaille pas à Buckingham Palace, voilà, même en restant chez nous, nous avons quand même un métier, entre guillemets, qui est important, un travail qui a de la valeur, qui est vraiment important. Et ça, je trouve ça, voilà, c'est intéressant de le rappeler et de se dire que, voilà, il faut être fier en fait de travailler pour sa famille. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose c'était une phrase de Chesterton qui disait les femmes pensent qu'elles sont libres en travaillant pour un patron et qu'elles sont oppressées
quand elles s'occupent de leur mari et de leurs enfants. Mais c'est exactement ça. C'est qu'on a fait... Les femmes sont passées entre guillemets, du joug de leur mari au joug de leur employeur. On leur a fait croire que si c'était le mari qui était le chef de la famille, qui donnait des ordres, si c'était pour lui qu'elle travaillait, alors c'était forcément mauvais. Par contre, bosser pour un patron qui n'est intéressé que par le profit, ça c'est génial. Donc comme je le disais, une entreprise est là pour faire du profit. Votre patron, il s'en fiche que vous... Enfin, ça dépend des entreprises, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est là pour le profit, alors que votre mari, en tout cas si vous le choisissez bien, votre mari, il est là pour que vous vous épauliez mutuellement pour aller au ciel, que vous vous épauliez dans l'éducation des enfants. Il est là pour vous tirer vers le haut, vous êtes là pour le soutenir, le tirer vers le haut aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même pas tout à fait la même relation qu'avec son employeur, qui n'aura peut-être pas autant de... qui vous ne regardera pas de la même manière et ne vous traitera pas de la même manière. Donc voilà, mais je voulais aussi rappeler ça par rapport au féminisme. Mais j'ai trouvé vraiment cet article assez intéressant, et surtout cette petite phrase, et je me suis dit c'est vraiment intéressant de se dire, vous voyez, cette femme, elle est capable de se dire, pour la reine d'Angleterre, même si c'est nettoyer un tapis, je m'en fiche, c'est prestigieux, ben nous on devrait être capable de se dire, ben, pour mon mari, pour mes enfants, pour ma famille, ok, c'est nettoyer du vomi par terre et faire les courses et toujours faire la même chose, mais voilà, quand on le fait avec amour et on le fait avec enthousiasme, parce que c'est pour notre famille, et voilà. Et après, c'est pas tous les jours facile, c'est clair, mais voilà, on peut aussi demander au bon Dieu de nous éclairer et de nous donner des grâces pour accepter cette belle vocation. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette chronique d'actualité. Continuez à m'envoyer vos suggestions si vous en avez pour les prochaines chroniques. N'hésitez pas à m'envoyer vos articles, les choses sur lesquelles vous tombez, positives ou moins positives, et je me ferai une joie d'en parler dans les prochaines chroniques. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner également à la chaîne pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.